va commencer notre deuxième table ronde. On va parler du coup du quartier de la Fonderie qu'on a eu le plaisir de visiter avec Valérie Pacari ce matin. Peut-être pour ceux qui n'ont pas été présents à cette visite, quelques éléments de contexte et de cadrage avant de présenter nos intervenants sur cette table ronde. Donc le quartier de la Fonderie, vous le savez, il correspond à un ancien site industriel avec une identité patrimoniale assez forte, une histoire industrielle que les Mulhousiens connaissent bien. C'est l'ancien site de la Société alsacienne de construction mécanique. Et il correspond donc à ce site-là et par extension au quartier d'habitat urbain qui jouxte ce site industriel. Il est situé, vous l'avez vu ce matin, à 10 minutes à pied de la gare de Mulhouse, donc vraiment en extension très proche du centre-ville. Et il fait même partie du quartier Mulhouse Grand Centre. Il se trouve qu'en 1997, je vais vite sur l'archéologie mais je repose quelques jalons, en 1997, la ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération, M2A, ont décidé d'acquérir ce site d'envergure d'un peu plus d'une dizaine d'hectares afin d'en requalifier, en fait, de requalifier ce patrimoine en friche et d'assurer un développement économique avec l'implantation de nouvelles activités économiques industrielles et également de développer une opération urbaine d'ampleur, de requalification urbaine et d'aménagement urbain. Donc les élus du territoire, à la fois de la ville et de l'agglomération, ont souhaité ici concilier un développement économique avec un développement urbain pour avant tout valoriser ce vaste espace et maintenir en ville, en cœur de ville, des activités industrielles avec, on l'a dit, une forte dimension patrimoniale, à ajouter à cela un cadre de vie résidentiel de grande qualité. Donc aujourd'hui, si on reprend les quelques étapes qu'on a vues ce matin avec vous, Madame Pacari, vous allez y revenir, mais l'aménagement, en tout cas pour la partie zone d'aménagement concertée, il touche presque à sa fin. On a, ce qui est assez dimensionnant dans ce projet d'envergure, c'est qu'on a finalement différentes poches programmatiques qui ont été menées à bien au fur et à mesure, et parfois concomitamment, avec évidemment le village industriel qu'on a vu ce matin, dont le moteur est le KM0, mais où il y a aussi d'autres extensions prévues autour. On a aussi également des logements, des opérations de logement neuf dans la ZAC, avec du logement atypique, innovant, qui a été livré ou en cours de livraison. On en parlera un petit peu. Et puis, il ne faut pas l'oublier, on a aussi au sud-est tout un secteur d'habitat en renouvellement urbain, donc qui fait l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, qui est encore en cours et qui s'achèvera, je crois, en 2030. Du coup, quand on est face à ce morceau de ville qui est en train finalement de terminer sa mue, qui a énormément changé, on est ici du coup pour se poser des questions un peu de quelles ont été les étapes de restructuration, quel a finalement été ce modèle de mutation, quels ont été les leviers de développement, en tout cas les ingrédients à la réussite de cette mutation. Évidemment, il y a eu aussi des freins, mais on va aussi se concentrer sur ce qui a fonctionné et comment finalement ce quartier, qui est évidemment un quartier démonstrateur à la fois du développement économique, mais aussi d'une opération d'aménagement urbain d'ampleur, et avant tout un projet qui a été porté par le politique sur le long terme, et qui a réussi finalement à assurer une reconquête industrielle dans le prolongement du centre-ville de Mulhouse. Donc pour répondre à l'ensemble de ces questions et peut-être ajouter évidemment traiter de ces problématiques et puis illustrer ces propos introductifs, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants à cette table ronde. Donc Valérie Pacari, qui est directrice du service urbanisme opérationnel et aménagement à la ville de Mulhouse, et qui a donc conduit la visite de ce matin. Caroline Granier, directrice des études à la Fabrique de l'Industrie. Monsieur Carino Spicacci, directeur général adjoint, éducation, sport et jeunesse culture, et ce qui va nous intéresser tout particulièrement, transition numérique à la ville de Mulhouse. Et enfin, à ma gauche, Laurent Rich, vous êtes vice-président chez Mulhouse Alsace Agglomération, en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire. Je vais commencer du coup par une question qui vous est adressée. Avant justement d'aborder les enjeux d'aménagement, de programmation, de calendrier, est-ce qu'on peut revenir aux intentions politiques qui ont guidé
justement à la préfiguration de ce quartier, à l'aménagement de ce quartier sur le long terme. Vous avez, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez parlé justement de reconquête industrielle qui est portée par la ville de Mulhouse et qui est portée également de très près par l'agglomération qui est en charge du développement économique sur le territoire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet enjeu de reconquête industrielle ? Oui, alors bonjour. L'idée, c'est déjà de respecter les compétences qui sont fixées par la loi et entre autres renforcées par la loi NOTRe de 2017. C'est-à-dire que ce sont les agglomérations, les intercommunalités qui portent la responsabilité de développement économique. Mais c'est vrai que après 2 siècles d'histoire industrielle du quartier Fonderie, qui est un des quartiers industriels de la ville, puisque on pourrait parler aussi du quartier DMC, on pourrait parler du quartier autour de Manurin, mais en tout cas, le quartier de Fonderie était un des quartiers fortement industriels qui date de l'histoire de la fin du 19e siècle, fortement industriel de l'agglomération de Mulhouse et du territoire du Sud-Alsace. J'insiste beaucoup là-dessus parce que beaucoup de choses se sont passées aussi sur le Sud-Alsace. Et donc ça nous a laissé un passé industriel, une ADN et aussi un patrimoine avec des bâtiments, des équipements à préserver. Et il y a tout un travail qui est fait entre la ville et l'agglomération de Mulhouse sur cette question-là, à la fois pour respecter nos responsabilités sur qui s'occupe de l'économie, qui s'occupe de la rénovation urbaine d'une part, mais aussi de regarder comment on peut intelligemment travailler sur la préservation du patrimoine, des infrastructures qui remontent pour certaines à l'histoire et nous permettent d'imaginer ensemble pour la ville-centre un futur à cette ville autour d'activités entre autres économiques. Et donc en effet, à partir du milieu des années 90, le choix a été fait par la ville de Mulhouse d'abord et ensuite par l'agglomération de se dire qu'il fallait préserver ce site et peut-être lui redonner une idée de retour vers l'industrie, de redynamiser vers l'industrie. Donc il a fallu en effet avoir des poches programmatiques, comme vous l'avez dit. Juste dire au passage que 97, c'était quand même pas hier, et que de 97 à aujourd'hui, il a fallu que les élus, entre autres un certain nombre, aient la conviction de dire qu'il fallait porter ce foncier et ce patrimoine, n'est-ce pas Valérie? Il a fallu de la détermination, parce qu'il a fallu mettre des bâtiments en préservation, hein, c'était des friches, entre autres sur la fonderie. Il a fallu mettre de l'argent pour préserver, pour essayer de trouver des acteurs industriels qui pouvaient rester. Les premiers, si on ne les tenait pas un petit peu quelque part avec beaucoup de facilité, ils ne restaient pas. On a préservé Wärtsilä, ensuite Mitsubishi qui est présent au sein du quartier fonderie. Bon voilà, je ne refais pas tout ça, mais c'est quand même important de rappeler que la volonté politique, elle passe aussi par de l'engagement sur le temps long et des fois avec de l'argent à la clé. Mais c'est important de rappeler qu'il faut toujours, sur ces requalifications, toujours accepter que le temps long est nécessaire. Et donc, à partir du moment où il avait été acté qu'on essaierait au travers de ces quartiers, alors DMC, c'était plus difficile parce que le DMC est beaucoup plus grand et c'était moins facile de savoir comment on allait pouvoir se repositionner. Le quartier fonderie, en fait, ça devenait assez évident. Le cœur du quartier pouvait très facilement redevenir un lieu où un écosystème économique pouvait se développer et tout autour se faire la requalification urbaine. Et à partir du moment où on avait acté ça, progressivement, on est allé vers l'idée de réinvestir pour rendre ce quartier attractif, faire venir des entreprises. Et puis, progressivement, on a eu la chance d'avoir à la fois la volonté territoriale, d'une part, mais aussi au niveau de la région Alsace et ensuite de la région Grand Est, puisque la région Grand Est a été créée, et puis progressivement aussi des politiques nationales, et entre autres de l'État, qui sont venus sur cette question de dire il faut continuer à travailler sur l'industrie. L'industrie, c'est quand même la moitié de nos emplois sur les territoires de taille moyenne. C'est dans ce cadre-là que le programme territoire d'industrie a été mis en place. Et l'industrie est en fait une chance et il faut pouvoir retravailler sur cette reconquête industrielle. Et donc, du coup, nous, on était très contents parce que ça nous permettait de dire que l'on pouvait s'engager de façon encore plus forte qu'on l'aurait imaginé sur cet enjeu. Et puis, du coup, le quartier fonderie est devenu presque une évidence d'être un quartier totem. Et à partir de ce moment-là, ça a permis de lui donner une destination, ça a permis de lui imaginer un futur. Et de là, on a pu intéresser des investisseurs. On a l'UIMM, par exemple, hein, le syndicat des industries métallurgiques qui a son centre de formation, qui a accepté de venir s'installer là, même si l'ancien maire Jean Rotner les a un petit peu poussés, mais en fait, ils sont venus là. On a eu Nodarius qui a pris le bâtiment à Clocheton, enfin, on a eu quelques investisseurs. On a eu la possibilité d'intéresser des gens qui voulaient en faire un terrain de jeu, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais ce sont les entrepreneurs qui ont créé KM0 et qui ont dit mais on va pas faire que
que de l'industrie et mettre une entreprise forcément en ville. On peut créer un écosystème, et un écosystème qui permettrait de travailler autour de la formation et de l'innovation. Et c'est comme ça qu'est créé KM0 et qui a été suivi sur l'idée de ces entrepreneurs sur le sujet. Et puis l'idée de travailler avec la ville sur un quartier qui pouvait être attractif et qui, du coup, apportant des emplois et de l'économie, pouvait aussi avoir un lien naturel avec de l'habitat, du commerce, le restaurant Le Nomade que vous avez peut-être vu, qui se trouve au milieu de ce secteur. Donc un ensemble de volontés qui ont fait, alors encore une fois avec l'aide de différents partenaires, qui nous a permis, la Banque des Territoires, que je n'ai pas nommée et je pourrais en nommer d'autres, une volonté qui nous a permis d'arriver progressivement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'est ce quartier, qui n'est pas encore complètement bouclé, vous l'avez dit, mais on n'en est pas loin. Et aujourd'hui, on est très fiers de ce qu'on a pu mettre en place. Merci beaucoup. Peut-être en complément, Valérie Pacari, au-delà d'être évidemment une énorme réussite en termes de développement économique, de moteur d'anciennes et de nouvelles activités industrielles, c'est une très grande opération d'aménagement urbain. La ville porte la concession d'aménagement, elle pilote aussi le suivi des études, le suivi des travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en tant que chef d'orchestre, finalement, des différentes phases, des différents programmes, en cette phase presque d'achèvement du quartier de la Fonderie? Oui. On peut peut-être s'y remettre la carto que j'avais ce matin, donc, au final, qui permet de bien se rendre compte à quoi correspond ce quartier Fonderie, parce que on parle beaucoup, en fait, je vais essayer de trouver... c'était pas loin. Ça y est, j'ai le pointeur. C'était pas loin de 20 hectares historiquement. Hein. Alors ouais, c'est ça, hein, c'est 20 hectares historiquement. Hein. Donc nous aujourd'hui, on parle du village industriel de la Fonderie. Aujourd'hui, quand on parle du village industriel, c'est ça. Ce matin, il y a un groupe qui est allé sur KM0, c'est ici. Maintenant, l'opération, le village, la SACM et toutes les industries, parce qu'il y avait 4 industries qui se développaient sur le quartier, c'est tout ça. Et même ici, sur Douveberge, puisque en fait la SACM avait, d'ailleurs, on a reconstitué une passerelle ici piétonne. La ville de Mulhouse a reconstitué cette passerelle, mais en fait, il y avait un chemin de fer qui venait, donc il y avait partie stockage ici. Maintenant, c'est un ensemble qui est porté par un bailleur social, M2A Habitat, mais en fait on avait ici tout un site d'activité. Donc au global c'est 20 hectares. Et donc avec plusieurs phases d'aménagement. Donc jusque dans les années 60, ce quartier-là était essentiellement industriel. Il y avait peu d'habitat. Et l'activité commerciale était quasi inexistante, si ce n'est sur la rue du Manège qu'on a traversée ce matin avec une partie du groupe. C'était essentiellement un quartier qui était tourné vers l'industrie. Puis avec le déclin de l'industrie dans les années 60, on a... décidément. On a des opérations, on a une reconquête progressive du quartier par l'habitat qui s'est faite, avec des opérations d'aménagement de logements, d'immeubles collectifs. Et puis, on a une partie du site, il y a ici un centre commercial qui se développe, qui est aujourd'hui occupé par l'enseigne Leclerc, mais qui vient se développer. Et ça va être progressivement la reconquête du quartier industriel par la ville. Alors, aujourd'hui, sur la partie programme, on a effectivement 3 secteurs d'aménagement. Un premier secteur d'aménagement une première phase qui est portée, donc une ZAC, qui est mise en place, alors une première concession d'aménagement qui est mise en place début des années 90 par la ville de Mulhouse avec une concession qui est confiée à Citivia. Et donc à partir de là, on va commencer à amorcer la requalification du quartier. Cette ZAC, elle porte sur 12 hectares. Et avec des réalisations assez importantes pour le quartier et emblématiques pour la ville, puisqu'on a une clinique qui va venir s'installer sur le quartier. Des milieux des années 2000-2006, on a la reconversion d'une ancienne fonderie, d'une des fonderies du quartier, bâtiment industriel qui est requalifié en bâtiment universitaire. Aujourd'hui, il accueille à peu près 1400 étudiants, donc c'est quand même
une belle réalisation. Puis pour ceux qui sont rentrés ce matin dans le bâtiment, c'est une très belle cathédrale. On a gardé la partie intérieure et on a réaménagé, on a mis des cases, des cubes à l'intérieur, mais toute la structure a été conservée. Et une belle gageure technique parce que c'était quand même pas simple de réhabiliter et d'accueillir du public dans un bâtiment comme celui-ci. Donc, successivement, on a deux actes qui vont se faire sur cette partie du quartier. Aujourd'hui, donc, on est en train de finaliser les aménagements, donc avec la réalisation ici d'une troisième tranche qui est celle des Green Loft, donc une opération qui est portée par Citivia SPL, qui est notre aménageur local, en partenariat avec Loft Company. Donc il y a ici à peu près 80 logements en global qui vont être livrés sous forme de loft. Ici, on a 2 résidences étudiantes qui viennent d'être livrées, qui ont été réalisées par Vinci. La dernière, c'est celle-ci, il y a à peu près 140 logements. Monsieur Depardieu, je dis pas de... 153 logements, voilà. C'est bien, on a les corrections en direct. Donc Vinci a réalisé donc, ces 2 résidences étudiantes sur à peu près une dizaine d'années. C'est ça, la dernière a été livrée il y a à peu près 2 ans. Et puis aujourd'hui, la Maison de l'Industrie qui a implanté un bâtiment sur ce lot-là. Et ici, on a en cours de construction, on a vu les grues ce matin, on a la résidence de co-living, à peu près 120 logements qui sont aujourd'hui en voie qui seront à peu près livrés dans 1 an et demi. Et donc il restera effectivement ici un lot à réaliser. Et sur la ZAC, au niveau de la programmation, on aura cet aménagement-là à réaliser avec une connexion sur la rue de Coubertin. Enfin, il n'y aura pas de connexion, mais les aménagements seront finalisés de manière concomitante avec la partie ici, l'aménagement de la rue de Coubertin. L'autre opération aujourd'hui que la ville de Mulhouse est en train de réaliser, c'est une intervention sur le quartier ancien ici, donc ce qui correspondait à la partie logement. Donc là, on est dans un programme qui est inscrit dans le renouvellement urbain, qui est inscrit à l'ANRU, donc on a un partenariat avec l'ANRU, une concession là aussi sur une partie, sur la partie logement, donc qui est confiée, qui est faite en lien avec Citivia SPL. Donc là, l'objectif, on a une OPA qui est animée par Citivia, ainsi qu'une opération de restauration immobilière, où là, on a une action plus contraignante, puisqu'on a une DUP, on a des obligations de travaux qui sont faites sur 24 immeubles de la rue. En parallèle, la ville, et donc avec des financements de l'ANRU, on a réaménagé donc, le pont des Noyers qui vient tout juste d'être livré. Donc, un pont qui existait mais qui était en mauvais état et qui a été refait. C'est important pour créer des liens, des continuités avec le quartier. En même temps, donc, on a réaménagé la rue ici, la rue des Corneilles. Vous avez vu que dans tous ces aménagements, il y a toujours ce souci de végétaliser, de désimperméabiliser et d'améliorer la place du piéton et du cycle sur l'espace public. Sont prévus, donc on a réaménagé aussi un bout de la rue du Manège ici. Autre aménagement d'espace public prévu dans le cadre de cet aménagement, c'est ici une petite place qui est assez confidentielle parce qu'elle est derrière des bâtiments qui sont existants. Donc il y a eu une acquisition de 3 bâtiments ici qui vont être démolis afin d'assurer une continuité ici depuis la fonderie, vers le quartier ancien, vers ce cœur d'îlot, où on a un gymnase, où on a une école, on a des équipements publics, donc on désenclave et on va créer du lien vers le centre-ville. Et puis le réaménagement d'un îlot qui est aujourd'hui ici en friche et qui devrait accueillir aussi une petite opération de logement. Tout ça dans le cadre de l'opération qui est menée sur la partie quartier ancien. Et puis la dernière opération qui est aujourd'hui en cours, c'est tout le réaménagement du village, le village industriel de la fonderie, avec des premières réalisations KM0 ici, et puis, comme le disait Laurent Riche tout à l'heure, c'est le bâtiment ici, qu'on appelle nous le bâtiment à Clocheton. C'était un bâtiment administratif qui a été repris par une société qui s'appelle Nodarius.
Et puis aujourd'hui qui accueille beaucoup d'activités. Il est complètement rempli. On doit faire 3000 m² à peu près, ce bâtiment. Et donc il est quasiment, enfin il est complètement occupé. Donc la ville avec la ville et M2A, mais maîtrise d'ouvrage ville de Mulhouse, le réaménagement des espaces publics ici, à l'intérieur du village industriel, avec l'idée de créer, en fait, de réaménager tous ces espaces en réouvrant. Aujourd'hui, on a un canal usinier. Alors, l'île, ici, passe ici, mais en fait, c'est un canal qui permet de gérer les crues. Et le cours d'eau originel, il est là. Voilà. Et donc on va réouvrir l'île, on va réaménager ses abords, voilà. Assurer donc la desserte du quartier, l'ouvrir, et puis réaménager les espaces publics avec des espaces donc en bord de l'eau pour les piétons et pour les cycles. Avec le maintien de l'activité industrielle, de l'activité MEA qui est localisée ici. Donc ça, c'est la première phase qui vient accompagner le réaménagement des bâtiments ici qui sont aujourd'hui portés par M2A. La réalisation, là, par M2A, d'un parking en ouvrage de 400 places qui va permettre de gérer le stationnement au cœur du quartier. Et pour les personnes qui ont fait la visite ce matin, vous avez vu qu'on avait un beau parking en surface ici. Eh bien, à la place, on réaménage dans un second temps. On réaménagera, la ville réaménagera un parc urbain sur ce site-là. Et tout le stationnement sera reporté. Ça sera quand le parking en ouvrage sera construit. Donc d'ici à peu près 1 an et demi. Normalement. Voilà. Et puis, bien sûr, on raccroche, on a encore tout le travail sur les espaces publics, donc le réaménagement des rues aux abords du village industriel. Là aussi, ça fait partie du projet urbain global sur le quartier. Voilà. Merci pour le beaucoup. Petit tour d'horizon. Parfait. Merci pour cette photo programmatique. Mais du coup, une dernière question peut-être sur le site en lui-même avant de passer sur plutôt des enjeux de filière. Laurent Riche, est-ce qu'on peut revenir sur les leviers de transformation et de réussite à ce quartier en termes de gouvernance ? On a vu qu'il était, vous me l'avez dit, dès 2021, Mulhouse a été identifié comme territoire d'industrie, et en particulier le secteur de la fonderie. Il est identifié comme un hub de la transformation de l'industrie par le numérique. Est-ce qu'il y a eu des enjeux de gouvernance forts entre, évidemment, travailler avec un écosystème d'acteurs privés, une synergie d'acteurs publics-privés, mais aussi des enjeux de gouvernance de territoire, d'acteurs à toutes les échelles, finalement, qui ont concouru au développement et au succès du projet ? Oui, alors je le disais un peu tout à l'heure, de toute façon, un projet comme ça, on n'y arrive pas seul, très, très clairement. Donc il y a eu un certain nombre d'opportunités qui nous ont permis de faire de l'animation intra-quartier fonderie, et donc on essaye d'animer régulièrement des rencontres de ce qu'on appelle les habitants du quartier économique de la fonderie, pour partager avec eux sur les enjeux, sur le devenir, sur les évolutions, c'est important. On a eu forcément donc des opportunités de travailler avec celles et ceux qui voulaient, comme je disais tout à l'heure, investir, s'engager sur ce territoire. Il y a eu une grosse réflexion au niveau de la gouvernance principale centrale de l'agglo, dans laquelle on a tous les acteurs de toutes les communes, les 39 communes de l'agglo, dont les élus de la ville-centre, pour valider ensemble le plan de route pour ce quartier et afficher très clairement l'engagement sur ce quartier. On a par exemple le gouvernement qui en 2018 a souhaité qu'il y ait 20 plateformes d'accélération, de transformation pour l'industrie qui soient créées en France. On a un centre de transfert de technologie qui s'appelle le CETIM, qui est présent à Mulhouse depuis très longtemps. Ils sont installés, par exemple, actuellement sur la mer Rouge. Il nous a semblé évident que le CETIM devait venir s'installer sur ce quartier-là, être au cœur de cet écosystème. Et puis, eux avaient l'idée de pouvoir répondre à cet appel à projet du gouvernement. Et la première, d'ailleurs, plateforme d'accélération sur les 20 qui a été
été souhaitée par le gouvernement d'Édouard Philippe en 2018, est à Mulhouse. Elle est pour l'instant temporairement dans les bâtiments de KM0. Et avec le CETIM, nous avons fait un plan qui nous a permis de monter un projet, y compris de financement partagé avec d'autres acteurs, pour pouvoir faire atterrir dans le bâtiment qu'on appelle le bâtiment 47, je crois Valérie, hein, il me semble de mémoire, vous êtes mieux technicienne que moi, dans un grand bâtiment qui n'est pas une fonderie, mais qui est l'ancienne chaudronnerie, donc qui est presque aussi grand que l'université que vous avez pu voir ce matin, enfin qui n'est pas peut-être aussi grand, mais qui est majestueux, hein, qui est aussi un beau bâtiment cathédral. Nous allons faire atterrir donc les activités du CETIM qui vont pouvoir s'installer sur ce lieu-là avec cette nouvelle plateforme qui est présente. Donc la gouvernance, elle est à la fois partagée, elle est à la fois, je dirais, partant d'une volonté politique au cœur des instances, que ce soit la ville ou l'agglomération, mais ensuite elle est d'un travail commun avec les différents acteurs, de saisir des opportunités ensemble pour répondre à des appels à projets. Et entre autres, la démarche territoire d'industrie, l'agglo de Mulhouse a été territoire pilote en 2018 de la démarche territoire d'industrie parce que le gouvernement avait, enfin les services ministériels avaient détecté que nous avions justement cette volonté avec une vraie ligne programmatique, avec un vrai projet, avec des outils, avec un quartier dédié complètement à la transformation de l'industrie. Nous avons été territoire pilote et ça nous a permis d'engager l'ensemble des acteurs du Sud Alsace, puisque territoire d'industrie, c'est 11 intercommunalités qui étaient regroupées, dont l'intercommunalité de Mulhouse Agglo, étaient regroupées dans cette démarche qui permettait d'aller travailler en bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire de faire émerger des projets du terrain pour les faire accepter et obtenir des financements, des aides, des accompagnements des officines de l'État, et pas d'attendre que, comme on faisait jusqu'à présent très traditionnellement, que des appels à projets soient lancés par les ministères pour pouvoir y répondre. Donc on a pu se mobiliser là-dessus, et donc il a fallu avoir une démarche de plein pied transversale. On a monté un comité de pilotage avec un référent politique, c'est-à-dire moi-même sur le pilotage, et puis un représentant industriel pour pouvoir porter ces projets, mais aussi pouvoir regarder régulièrement, cartographier l'ensemble des projets qui peuvent exister sur ce territoire, dont certains iront à la fonderie, d'autres ailleurs. Et c'est par cette gouvernance partagée qu'on a pu avancer jusqu'à présent. Merci. Du coup, justement, si on rentre à partir de cette gouvernance dans les enjeux plus étroits de la filière, de l'industrie et du numérique, on était immergé dedans ce matin. On est vraiment au cœur d'un écosystème qui est assez unique en son genre, dont le moteur est vraiment le KM0, même si on voit qu'il infuse avec d'autres installations en lien évidemment avec la formation au numérique, des grosses entreprises industrielles qui souhaitent développer des services au numérique, et puis aussi l'émergence de start-up. Quel regard vous portez sur cet écosystème, Caroline Granier, et en quoi on peut peut-être le rapprocher, en tout cas, des politiques publiques nationales de réindustrialisation, avec ce volet spécifique industrie et numérique? Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, travaillant pour la Fabrique de l'Industrie, forcément, j'arrive avec un prisme industrie, et la lecture que vous avez faite de la fonderie. En fait, moi, je me suis intéressée à savoir pourquoi il y avait une spécialisation sur le numérique, alors même qu'on était sur la fabrication de machines. Parce qu'en fait, malgré ce qu'on peut entendre dans les médias, ce n'est pas parce qu'on décide de réindustrialiser ou d'injecter de l'industrie que ça marche. L'industrie ne se décrète pas, et si on veut redynamiser un territoire, ou en tout cas faire que son tissu industriel se renouvelle, il faut être un minimum cohérent avec les ressources dont on dispose sur un territoire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement Mulhouse a eu une stratégie cohérente en termes de foncier. Qu'est-ce qu'on a comme foncier, et comment on peut faire pour s'en servir à nouveau comme nouvelle ressource. Et puis du côté industrie, je me suis intéressée justement finalement aux réflexions qu'il y avait pu y avoir en termes de numérique. Et donc, vous avez parlé de long terme aussi tout à l'heure. Donc l'industrie, ne se décrète pas, et se construit dans le long terme. Donc relocaliser, réindustrialiser, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Et ici, la spécialisation autour du numérique, elle naît depuis au moins une vingtaine d'années. Donc en 2006, il y a une stratégie interfilière de renforcement du tissu productif 4.0. En 2013, vous mettez en place une réflexion sur les stratégies de spécialisation intelligente. Et puis 2019, du coup, le kilomètre zéro, KM0, ouvre ses portes.
la stratégie du numérique, elle n'est pas si éloignée que ça de la fabrication de machines dès lors qu'on peut automatiser les machines. Donc on voit bien qu'il y a quand même une certaine continuité. Vous avez parlé de l'implantation de l'UMM, l'implantation d'écoles de formation sur tous les métiers qui touchent métallurgie a forcément trait aussi à cette spécialisation autour de la fabrication de machines. Et puis plus globalement, on a pu voir à la Fabrique aussi que finalement l'Alsace, de par son histoire, l'annexion notamment avec l'Allemagne à la fin du 19e siècle, qui permet d'instaurer donc dès cette période-là une collaboration entre l'université et l'industrie, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres territoires français, plus le fait qu'il y a quand même des entreprises suisses, allemandes qui sont implantées, en tout cas des filiales qui sont implantées dans votre territoire, fait qu'on a une certaine culture de l'innovation telle qu'on peut souvent la vanter en Allemagne, même si il resterait aujourd'hui quand même à faire un bilan autour de ça, c'est quelque chose que l'on dit mais qu'il faudrait vérifier à nouveau, je pense. Mais cette culture autour de l'innovation, et de l'automatisation, elle est présente depuis un petit moment. Donc on voit bien ici que finalement repenser l'industrie dans le territoire de Mulhouse a un sens économique. Et aujourd'hui qui résonne fortement effectivement avec les différentes politiques mises en place en faveur de l'industrie. Donc depuis 2018, donc le lancement du programme territoire d'industrie, plus le plan France Relance, on a remis un peu en avant l'industrie en matière de politiques économiques. Et ce qui est intéressant dans le cas de Mulhouse et du programme territoire d'industrie, c'est qu'effectivement ce territoire a servi de pilote parce que, justement pour les raisons même de cette stratégie de long terme, à la fois en matière urbaine et à la fois en matière industrielle, il y avait déjà une réflexion qui avait été mise en place au niveau des territoires et un vrai projet de territoire autour de l'industrie. Et pour moi, c'est un des facteurs aujourd'hui qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui on a cette réussite autour du quartier de la Fonderie, c'est que finalement Mulhouse a réussi à mettre autour de la table à la fois des industriels, des élus, des associations citoyennes, on l'a vu sur la table ronde précédente, et ça peut-être que pour vous ça vous paraît presque naturel, mais c'est pas du tout le cas dans les 188 autres territoires d'industrie, hein. Et ça résonne aussi avec les politiques, donc, notamment France 2030, qui mettent l'accent sur tout ce qui est innovation de rupture. Donc on voit bien que la ville de Mulhouse, elle s'inscrit bien avant finalement dans ces politiques de réindustrialisation qui sont à la fois donc, centrées un peu sur le côté territoire. On laisse au territoire le choix, le droit, le choix, finalement de décider ce qu'elle veut faire de son territoire et si elle veut établir un projet autour de son industrie. Puisque comme on a subi une forte désindustrialisation, donc c'est aussi au territoire et à sa population de décider de son avenir. Et puis le côté innovation, digitalisation, qui semble être quand même mis en avant très largement sur ce territoire. Du coup, là, on a bien compris les ingrédients spécifiques finalement à cette culture de l'innovation propre à Mulhouse et à la Fonderie. Patrick Rein, ce matin, a parlé de fertilisation croisée. Donc, je voulais juste revenir sur ce modèle de développement un peu générique qu'on entend dans beaucoup de territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et au-delà de ça, selon vous, mais vous avez déjà apporté des éléments de réponse, est-ce que ce modèle de la fonderie, il est exportable? Est-ce que c'est un démonstrateur qui peut s'appliquer ailleurs? Dans quelles conditions et avec quelles limites? Le concept de fertilisation croisée, ça fait référence plus généralement à toutes ces notions qui sont développées autour des clusters technologiques. L'idée, c'est que, en favorisant la concentration d'acteurs dans un lieu précis, on permette notamment la mutualisation donc, de moyens productifs. On peut permettre aussi la mutualisation de services aux entreprises. On a vu ce matin, par exemple, les pôles de restauration ou alors les tables de ping-pong, qui sont des lieux de loisirs qui peuvent être mis à disposition de toutes les personnes présentes, peu importe leur entreprise, leur origine. Cette concentration, elle peut aussi favoriser les collaborations, l'importance d'avoir à la fois des écoles et des entreprises. Il nous l'a très bien expliqué ce matin, quand des étudiants ont à faire des stages, du coup, ils les proposent aux entreprises qui sont situées dans ce lieu. Donc on voit bien les synergies possibles. Et puis plus généralement aussi l'importance des discussions autour des machines à café. On peut très bien
produire différents biens, on peut être dans les services ou dans l'industrie, on peut être étudiant et retraité qui vient manger sur place. Ça peut favoriser justement les aspects créatifs. Donc c'est pour ça qu'on parle de fertilisation croisée, c'est la possibilité de créer quelque chose à partir finalement de la rencontre entre des acteurs qui proviennent d'horizons très différents. Et ça, c'est à la base notamment de tous les clusters technologiques, y compris Silicon Valley, etc. C'est une recette qui est connue, mais encore faut-il que ça fonctionne. Encore une fois, la proximité géographique seule ne permet pas d'avoir cette créativité-là. Hein. Lorsque vous habitez un immeuble, vous ne connaissez pas tous vos voisins. Donc il faut aussi favoriser les rencontres, les relations. C'est pour ça que les lieux de mise en commun, les lieux de restauration sont extrêmement importants pour que les gens finalement parviennent à se rencontrer, à discuter et à créer une sorte d'émulation et de synergie. Et donc ce modèle-là a été adapté plutôt que reproduit dans plusieurs endroits. Adapté parce que, encore une fois, les ressources d'un territoire sont très différentes d'un territoire à un autre. À Mulhouse, il y a il y a la proximité des cours d'eau, la proximité des différentes frontières, être au cœur finalement de l'Europe fait que ce territoire-là va arriver à dégager des synergies qu'un territoire situé dans l'ouest de la France ne parviendra pas forcément à faire. Donc il vaut mieux parler d'adaptation, il vaut mieux se dire je vais aller voir ce qui se passe dans les territoires voisins, essayer de m'inspirer des dispositifs qui sont mis en place, voir comment ça marche et essayer de les adapter à son fonctionnement de territoire. Mais en aucun cas, effectivement, on pourra reproduire la même chose. Et enfin, peut-être une question sur le fait que vous ayez benchmarké beaucoup de territoires d'industrie et de territoires qui déclinent un écosystème autour d'activités industrielles anciennes et nouvelles sur le territoire français. Est-ce que, alors ça serait trop long évidemment de parler de chacun, mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur peut-être des écosystèmes qui s'en rapprochent un petit peu, alors pas forcément autour du numérique, mais en tout cas qui ont les mêmes ingrédients ou le même impact sur leur territoire limitrophe? Oui, alors après, voilà, ce sera quand même des choses, des impacts très différents, mais si j'essaie de voir quels sont les modèles qui se rapprochent, alors là, je ne parle pas du quartier de la Fonderie, mais de Chem0, dans le sens, un centre finalement de rencontre entre écoles, formation, entreprises, autour digitalisation, innovation. Je peux notamment citer dans l'Est de la France l'usinerie à Chalon-sur-Saône, pareil, qui a bénéficié du programme Territoire d'industrie, qui rassemble dans une friche industrielle, l'ancienne sucrerie de la ville, tout un ensemble, donc l'UMM qui est présent, un Fab Lab, des salles de formation. Il n'y a pas, alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'école qui a un volume d'étudiants aussi important que Chem0. Mais il y a ce lieu-là. À Lyon, il y a la ruche industrielle aussi qui accueille un accélérateur autour de la digitalisation des industries et aussi de l'économie circulaire, localisé sur une ancienne friche industrielle, un ancien site de Bosch, donc en périphérie de la ville de Lyon. Donc vous avez vraiment ce mode, encore une fois, de cluster implanté dans des friches industrielles qui a été reproduit à plusieurs endroits en France. Et après, si on parle du quartier de la Fonderie, oui, ce matin, je me suis dit qu'il y avait quand même une similitude avec Clermont-Ferrand, en fait. Parce que donc Clermont, bien sûr, avec son industrie principale historique qui est Michelin, si vous allez à Clermont-Ferrand et que vous faites la même balade que ce matin à pied, vous allez avoir donc l'ancien site des Carmes, qui est maintenant le siège social de Michelin en plein centre-ville, qui est maintenant dédié principalement à la R&D et aux fonctions de siège social, avec un bâtiment réhabilité, avec beaucoup de végétation, une place devant réaménagée, comme ce qu'on a pu voir ce matin. Et puis, juste à côté, vous avez la seule usine maintenant qui fonctionne, enfin en tout cas de production de pneus qui fonctionne pour des voitures extrêmement coûteuses, qui est située juste à côté. Et puis, vous avez la cité ouvrière, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, où vous avez encore ces maisons individuelles qui avaient été mises en place par les dirigeants de Michelin, avec un petit jardin, etc., et qui sont encore visibles, même si maintenant ils sont du domaine privé.
Et puis un peu plus loin, vous avez encore un site qui est maintenant une friche, qui sont les anciennes pistes d'essai des pneus, donc les pistes de Catarou, et dont ils veulent faire une cité du mouvement. Donc ils vont le rénover en un centre à la fois qui rassemble la culture et des loisirs. Et puis vous avez aussi l'ancien supermarché qui était dédié aux salariés Michelin, qui est aujourd'hui un lieu culturel, un lieu de concert. Et donc vous retrouvez en fait en vous baladant dans le centre-ville l'histoire industrielle, avec aussi cette volonté de conserver ce patrimoine-là tout en l'aménageant pour la vie d'aujourd'hui. Mais je tiens à ajouter que à la fois Mulhouse et Clermont-Ferrand, il y a vraiment cette spécificité, comme on peut trouver aussi au Creusot, d'avoir l'industrie au cœur de ville. Mais dans la plupart des villes moyennes, et c'est né de politiques notamment d'aménagement en termes de zones industrielles, ZAC, etc., c'était d'avoir quand même les industries à l'extérieur des villes. Donc ce que vous avez à Mulhouse, c'est quand même assez spécifique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Monsieur Spicati, on a parlé évidemment de l'industrie et puis des services numériques appliqués à l'industrie dans l'écosystème du KM0. Est-ce que, évidemment, ça fait écho à la stratégie numérique de la ville de Mulhouse, que vous avez présentée comme la ville des intelligences? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur la stratégie déclinée dans la ville de Mulhouse, et puis en quoi ça fait écho aussi évidemment aux services et à l'écosystème qui est proposé à la fonderie aujourd'hui? Oui, peut-être. Bonjour à tous. Oui, peut-être vous dire qu'en introduction, très vite, les élus à la ville de Mulhouse ont considéré que le numérique devait être une politique publique en tant que telle. Et donc, on devait avoir une vision 360 sur la question du numérique, et du coup, de bâtir une véritable stratégie autour du numérique qui puisse balayer l'ensemble des volets du numérique. Donc une fois qu'on a eu cette commande, sous l'impulsion de Madame le maire et de notre adjointe au numérique, on a bâti notre stratégie autour de 3 piliers qui sont bien identifiés et qui répondent aux besoins du territoire. Le premier, et celui-ci, il ne faut pas l'oublier, c'est quand on parle du numérique, il ne faut pas oublier ceux qui sont éloignés du numérique. Et la question de la lutte, de l'inclusion numérique, de la lutte contre la fracture numérique est un enjeu essentiel pour tous les territoires et singulièrement pour la ville de Mulhouse. On a mené un diagnostic pour caractériser les personnes éloignées. On s'est rendu compte que sur Mulhouse, c'est plus de 40 000 personnes qui ont des difficultés autour du numérique. Donc la question de l'inclusion numérique a vite été une priorité, avec notamment des actions de sensibilisation et dès le plus jeune âge. À travers les enfants, on sensibilise aussi les parents. Aujourd'hui, l'image des parents du numérique, je caricature un peu, mais c'est Fortnite et FIFA 2025. Le numérique, c'est pas que ça. Le numérique, c'est des filières d'avenir, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers du codage, c'est des métiers... donc voilà, donc là aussi, on sensibilise très vite aux questions du numérique, aux potentialités du numérique, mais aussi aux risques du numérique, toutes les questions autour de la sécurité, du cyberharcèlement. Ben voilà, très vite, on a mené des campagnes de sensibilisation à tous les publics, et notamment les enfants. Il y a la question ensuite de la médiation numérique. Donc nous avons mis en place des programmes d'accompagnement aux Mulhousiens et aux Mulhousiennes à travers le recrutement de conseillers numériques et d'espaces France Service. Aujourd'hui, on a réalisé, depuis qu'on a mis en place ce programme, 100 000 accompagnements pour aider les personnes à s'acculturer au numérique. Donc l'inclusion numérique, un point essentiel. On s'est rendu compte aussi très vite que la ville de Mulhouse n'agirait pas seule sur ces questions-là. Et très vite, on a constitué un réseau de solidarité numérique qui regroupe aujourd'hui une 60aine d'acteurs à l'échelle de la ville, évidemment la ville, mais aussi des partenaires institutionnels et un bon nombre d'associations qui agissent dans ce secteur-là pour coordonner nos actions sur ce volet-là. Donc ça, c'est le premier point très important. Le deuxième, évidemment, nous n'oublions pas la question des services numériques et de l'innovation en matière numérique. Sur ce point-là, on a mis en place, comme dans nombreux territoires, des services en ligne pour
les inscriptions scolaires, pour le stationnement, pour les crèches, en lien d'ailleurs avec l'agglomération. Et puis, on s'est dit également que Mulhouse, compte tenu de son ADN d'innovation, devait être un territoire d'expérimentation sur ces sujets-là, avec ses réussites, avec ses échecs aussi. Donc on a expérimenté sur le territoire la question d'un jumeau numérique de territoire. Je ne m'attarderai pas, mais si vous voulez, on a expérimenté des solutions de ce type-là. On a mis en place une maquette 3D pour visualiser les transformations de la ville. Évidemment, on est en open data des jeux de données. Et puis, vous l'évoquez, notre caractère transfrontalier. On a pris l'habitude avec les villes de Fribourg et de Bâle de travailler en synergie. Et donc, on s'est dit, sur le numérique, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc on a partagé nos stratégies numériques. Et là, nous travaillons de concert avec les villes de Bâle et de Fribourg à la création d'une infrastructure de données transfrontalière. Donc c'est un projet que nous sommes au début du projet, infrastructure de données transfrontalière, publique et privée, dans différents domaines. Donc on est au début du projet, mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait peut-être matière à l'échelle transfrontalière à avoir un système de données qu'on peut s'échanger. Chacun reste maître de ses données, mais pour faciliter les échanges de données. Et on a des exemples très concrets, très précis sur l'intérêt. Je vais vous en donner un très clair, on va vite comprendre. Pendant la période du Covid, vous savez qu'on était un secteur très impacté. Et effectivement, si entre hôpitaux, on avait les lits disponibles tout de suite en temps réel pour pouvoir réagir des situations de crise, voilà, c'est un exemple pour vous dire l'intérêt d'avoir une infrastructure de données transfrontalières. Donc on est tout le temps dans l'idée de pouvoir expérimenter en matière du numérique différentes solutions. Et on n'oublie pas, et c'est le troisième volet de notre stratégie, la question de la sécurité et de la sobriété. Tout développement numérique nécessite, c'est vrai pour notre collectivité, mais c'est vrai pour le secteur privé, de renforcer sa sécurité en matière de numérique. Donc on a mis en place une équipe qui assure et qui a un plan d'action pour sécuriser nos systèmes d'information. Donc ça c'est un point aussi important qu'on a mis en œuvre. Et puis, je vous parlais de la question de la sobriété. On reste très attentif à l'usage proportionné du numérique. Donc, c'est-à-dire de s'interroger à chaque fois sur l'utilité de tel ou tel développement. Et je reprends volontiers les propos de notre adjointe qui a fixé comme ligne de conduite que tout développement numérique doit vraiment répondre à un réel besoin. Et c'est dans cette philosophie-là que l'on s'inscrit, et donc de réinterroger à chaque fois la nécessité ou non de développer des services numériques. Donc la question de la sobriété numérique, c'est aussi un point sur lequel nous sommes attentifs. Voilà, donc c'est sur ces trois piliers-là, l'inclusion numérique, le service et l'innovation, et trois, la question de la sécurité et de la sobriété, que nous avons bâti notre stratégie numérique. Merci beaucoup. Peut-être dans le dernier moment de la table ronde, on va revenir sur... alors, on n'est pas capable de faire un REX aujourd'hui complet du quartier de la Fonderie, puisqu'il n'est pas tout à fait achevé, mais peut-être se projeter vers le futur, vers ce qui reste à terminer. Laurent Rich, peut-être vous pouvez nous dire un mot sur quelles sont les dernières implantations, les dernières peut-être opportunités, nouveaux arrivants sur le périmètre du quartier de la Fonderie. Et puis, effectivement, quelle activité, enfin, quelle appétence des investisseurs vous ressentez en ce moment pour les éventuelles futures implantations. Et je crois que vous avez des slides à l'appui.
Si vous voulez les Oui, passer. je peux rappeler, alors c'est un peu après, je peux déjà rappeler les équipements voilà, qui sont déjà, mais ça Valérie l'a montré d'une certaine façon tout à l'heure, donc je vais pas trop revenir dessus, mais nous avons une bonne partie donc, du quartier, et donc là on est sur le cœur de la partie fonderie qui a été réaménagée. Donc notre prochain bébé, gros bébé, c'est le bâtiment en haut, donc numéro 7, hein, c'est le bâtiment 47. C'est là que va arriver donc, le centre, le CETIM, ce centre de transfert de technologie qui va donc arriver avec la plateforme qui est actuellement dans le bâtiment 3. La partie 3, en fait, il n'y a que la partie la plus vers le bas qui est actuellement occupée par kilomètre zéro. Mais il y a toute la partie au-dessus, en allant vers le nord, qui va être réhabilitée. On travaille avec des partenaires pour travailler sur la réhabilitation de cette partie. Et donc, toute la partie 3 sera vraiment dédiée à kilomètre zéro et une extension. Le petit 6 qui est en haut à gauche, c'est un bâtiment qu'on va réhabiliter pour un Fab Lab qui s'appelle Technischtub, qui est actuellement sur le village du Drouot. Oui, c'est ça, sur le village du Drouot, et donc qui va pouvoir s'implanter là. Alors, c'est important de... Tout à l'heure, on le disait en fait d'une certaine façon, mais on ne va pas remettre de l'industrie lourde à cet endroit-là. Au 19e siècle, il y avait de l'industrie lourde dans la ville. Claudine Bonida Silva, elle sauterait au plafond si je lui mettais des entreprises avec des camions qui viennent tous les jours, qui lui casseraient ses enjeux de mobilité. L'idée, c'est de garder le sens du développement économique, mais d'y amener tout ce qu'on appelle, dans le jargon un peu technocratique, les fonctions urbaines supérieures qui font centralité sur le sud d'Alsace, mais qui concernent le développement économique. Donc on va continuer, et un Fab Lab tel que Technischtub, c'est important, ça n'y paraît pas, mais permettre à des étudiants, permettre à des entreprises de venir épurer des tests sur des matériaux, sur des équipements, etc., c'est plus important qu'il n'y paraît. Donc que des géos trouvent tout viennent s'amuser un petit peu de temps en temps dans ce Fab Lab, ça permet aussi de pouvoir avoir une utilité sur l'écosystème. Et puis ce Fab Lab, il a aussi de la production économique, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qui peut être fait en termes d'expérience, de tests, etc., ça peut déboucher aussi quelquefois sur des choses qui vont pouvoir avoir des procédés qui seront mis en production et qui peut-être permettront à une start-up de quitter le Technischtub après quelques essais et de venir à KM0 sur le bâtiment qui est juste en dessous. On a les bâtiments, la 10 et 11, là, qui sont des bâtiments sur lesquels on a une lettre d'intention. Le 5, on en a parlé. Donc voilà, tout ça, c'est presque prêt. Moi, je m'impatiente. Ceux qui me connaissent savent que je suis complètement impatient que ce quartier soit complètement réhabilité. Aujourd'hui, Valérie l'a dit tout à l'heure, le plus important maintenant, c'est d'arriver à terminer, à finaliser l'implantation des différents projets. On a encore quelques bâtiments à réhabiliter. Peut-être avec Mitsubishi qui est au milieu, ce sont des Japonais, donc c'est pas forcément facile de leur dire qu'il faudrait peut-être qu'ils prennent un petit peu moins de place pour que certains bâtiments on puisse les réhabiliter. Enfin, il y a tout un travail qui est là-dessus, mais je pense qu'on va y arriver. On ne peut pas non plus trop les agacer avec nos préoccupations, mais en tout cas, on va essayer peut-être de travailler avec eux à terme, et je pense que leur faire comprendre que l'intérêt, c'est aussi que quelques bâtiments qu'ils utilisent plus ou moins bien, on puisse peut-être les récupérer et travailler dessus. Le parking dont on a parlé tout à l'heure, les circulations, et ça c'est hyper important, parce que ce qu'il faut, c'est que demain, je dis demain, et moi j'aimerais que ça soit déjà aujourd'hui, vous l'avez compris, mais que demain, quand les aménagements seront faits, ça soit vraiment un quartier qui soit vraiment agréable à vivre, c'est-à-dire qu'on y travaille, qu'on y apprenne, qu'on y recherche, qu'on fasse de l'innovation, mais que le midi, on puisse sortir dehors quand il fait beau, aller un peu se dégourdir, de pouvoir prendre un peu l'air, de pouvoir aller discuter avec les collègues, etc., de pouvoir aménager donc, le parking qui va permettre l'installation, et puis surtout réussir, parce que je pense que c'est hyper important, autant pour la ville que Mulhouse que pour l'agglomération, que la requalification urbaine soit réussie. C'est-à-dire qu'on articule bien les deux choses. Valérie l'a dit, on va ouvrir la circulation sur ce quartier-là. Il faut qu'il y ait une cohérence avec l'ensemble de la vision programmatique qui a été vue sur ce quartier. On l'a vu, on est un peu dans une corne. Hein. Lille et la voie ferrée mettent un peu tout ce quartier-là dans une corne. Donc il est vraiment important qu'on réussisse ça. Donc demain, avoir ces éléments-là. Et puis ce que l'on souhaite, c'est que ce lieu-là, il continue à demain rester attractif, à la fois pour que des jeunes pousses, des étudiants continuent à venir sur ce quartier-là, et puis que ça permette aussi à des entreprises de savoir qu'elles vont pouvoir s'installer à Mulhouse ou ailleurs tout autour,
mais qu'à Mulhouse, dans la ville-centre, il y a une université qui est assez orientée technique. Il y a un quartier qui est complètement dédié à l'industrie, au numérique, à l'industrie du futur que vous évoquiez tout à l'heure, et qu'ils vont pouvoir trouver des solutions dans ce quartier-là, tout en étant dans le secteur. Voilà qu'on réponde vraiment à la question d'écosystème. Quand on parlait, je fais juste un petit dérivatif, quand on parlait de la réplicabilité tout à l'heure, moi je crois que je connais un autre quartier dont on va beaucoup parler, c'est le site Heineken à Strasbourg, enfin à Elkirch à côté, qui est un quartier sur lequel on brassait de la bière, donc qui est un patrimoine magnifique à préserver, et puis il va falloir le requalifier. Je ne suis pas sûr que demain, il va falloir y mettre de l'industrie, mais d'y mettre un écosystème autour du numérique, de l'industrie, et peut-être même des savoir-faire de la bière, puisque là-bas, c'était de la bière que l'on produisait. À mon avis, ça serait intéressant. Donc, faire en sorte que voilà, il y ait une utilité qui soit préservée et que ce quartier-là puisse être au service de l'ensemble du territoire et reste le plus attractif possible. Justement, du coup, en complément de ce que vous venez de dire, les inachevés peut-être en termes de programmation résidentielle, même si on est arrivé quasiment au bout de la programmation, Valérie Pacary, est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Et peut-être, aujourd'hui, je crois que c'est plus de 5000 habitants sur le quartier de la Fonderie. Finalement, est-ce qu'on est arrivé à une vraie identité de quartier? Quelle est l'image des Mulhousiens sur ce quartier de la Fonderie et puis des habitants de la Fonderie eux-mêmes sur leur propre quartier reconverti? Bon, j'espère. En tout cas, pas encore assez connu, mais je crois que à partir quand on voit bien, et à travers les visites qu'on a pu faire ce matin, on voit bien que les regards sont plutôt positifs. Qu'effectivement, ou en tout cas, quand on a des visites ou de gens qui reviennent sur le quartier, on dit, qu'est-ce que ça a changé? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Alors forcément, il reste encore des aménagements à produire. Je pense qu'on a à peu près, on a quand même horizon 2030 quand même. On finira, on achèvera en tout cas. On l'espère qu'on achèvera ce quartier. Mais en tout cas, tous les aménagements aujourd'hui qui sont produits, c'est vraiment la qualité de vie. Faire d'un quartier, un petit morceau de ville qui est agréable pour les habitants. Alors, on a aussi tout le travail sur la désimperméabilisation, c'est important parce que c'est un des quartiers les plus chauds de Mulhouse. Je regarde les collègues de la FUT. C'est un des quartiers les plus chauds de Mulhouse, donc tout donner aux Mulhousiens, donner aux habitants de ce quartier un cadre de vie traiter les îlots de chaleur plus agréable à vivre, proximité de l'eau. Effectivement, ça change le regard. Alors, il y a aussi beaucoup de pédagogie. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure aussi sur la pédagogie, sur l'arbre, etc. Il y a beaucoup de pédagogie encore à faire sur un quartier où on donne de la place aux piétons, on donne de la place au vélo, on repositionne la voiture alors différemment. Il y a encore tout ce travail aussi à faire. Il y a les aménagements, mais il y a aussi mieux vivre ce morceau de ville. Ça aussi, ça reste encore un travail qu'il faut continuer et qu'il faut mener. Merci beaucoup à vous quatre pour cet éclairage très dense et très intéressant. On va prendre un petit temps pour les questions-réponses avec le public s'il y a des questions. Bertrand Chéronnet, je suis à la fois habitant de KM0, donc à l'école 42, et membre du conseil des habitants et au conseil de développement d'Alsace. Donc grand centre, on me précise. J'ai une question toute bête, c'est un de mes tout petits pet projects qui serait le désenclavement de la fonderie vers Douvéberge en ouvrant les portails derrière de l'autre côté de Mitsubishi. Je sais que c'est compliqué, mais ça fait 2 ans qu'on en parle. Maintenant qu'on a des adjoints ici qui sont présents et ce genre de choses, est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour ça? Parce que c'est vraiment très bête, je pense, à faire. C'est pas obligé d'être 24-24 ou ce genre de choses, mais il y aurait vraiment quelque chose à faire pour le désenclavement du quartier. Moi, je peux commencer à répondre là-dessus. Valérie complétera, mais là, il faut juste un tout petit peu de patience. Le problème, c'est que dans la vie, surtout dans la vie publique, on pense souvent qu'il y a des réponses faciles à des problèmes qui sont toujours plus difficiles. Et je le dis sans arrière-pensée aucune, mais quand même. Donc,
Oui, ça peut paraître simple de dire faut ouvrir simplement, mais c'est pas si simple que ça. Donc il y a des aménagements à terminer, il y a des travaux à terminer. Je crois qu'il y a des conduites de gaz encore à dévier sur le sujet. Donc oui, on est conscient. Je vous l'ai dit, moi-même je suis impatient. Moi j'aimerais que ce quartier, ça y est, il soit ouvert, qu'il soit renaturé, etc., etc. Il faut juste encore un tout petit peu de patience. Je peux vous dire que si on se reporte il y a 15 ans, moi, il y a 15 ans, je n'imaginais pas que ce quartier pourrait devenir ce qu'il est là aujourd'hui. Donc encore un tout petit peu de patience, mais ça va arriver. Et la requalification, elle est en cours. Il y a encore des petites choses qui doivent se terminer. Je ne sais pas, Valérie, vous avez... Oui. Il y a effectivement des chantiers à terminer, puis il y a des chantiers à commencer. Et on va avoir des bases chantiers qui vont. Il faut juste voir que le quartier va rentrer, ce morceau, le vif, il va rentrer dans un gros chantier, notamment pour la partie bâtiment qui va être menée par M2A sur le bâtiment 47, etc., puis par les porteurs de projets privés progressivement. On ne peut pas emmener, pour un problème de sécurité, évidemment, on ne peut pas emmener les habitants, les piétons au milieu des grues, au milieu des bulldozers, etc. Donc forcément, ça va demander un petit peu de temps, mais effectivement, je vous rassure, dans l'aménagement des espaces publics, il y a bien cette connexion qui est prévue depuis le portail vers le quai des pêcheurs, et puis sur la passerelle qui fait le lien avec le quai des Cigognes. Voilà. Et il y a beaucoup de choses dans nos communes toutes. Vous savez, avec ce mandat-là, on a pris 2 bonnes années de retard. Moi, dans ma commune, j'ai pris 2 bonnes années de retard sur mon plan de programmatique. Il y a eu le Covid, il y a eu la crise énergétique qui nous a planté les budgets, etc., etc. Le renchérissement des prix sur les projets, le bâtiment 47 qu'on va refaire pour le CETIM, on a été obligé de repasser une délibération au Conseil d'agglo pour dire que le montant initial du projet était plus tenable parce qu'il y a eu renchérissement des prix. Donc c'est pour ça que je vous disais, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un peu complexe d'y répondre comme ça simplement, mais en tout cas, c'est de toute façon notre volonté et ça va venir. Il faut juste encore un tout petit peu de patience. Mais c'est vrai que le calendrier a été un peu décalé. Juste voir aussi qu'aménager une friche d'activité, c'est pas comme aménager un bout de terrain dans une zone qui n'était pas habitée, qui n'était pas occupée. Il y a beaucoup de diagnostics à faire, il y a beaucoup de travaux préalables à faire, il y a une connaissance du site à avoir. Globalement, travailler sur une friche d'activité, c'est pas simple. Donc Anne-Cécile Preul, je fais partie du Conseil de développement durable de M2A. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que vous dites, notamment je voulais savoir s'il y avait des récupérateurs d'eau de prévus, parce que quand on passe au niveau du quai des Cigognes, il y a des gouttières qui dégoulinent, mais il y a un gâchis d'eau, et je me demandais justement si c'était prévu de faire des récupérateurs d'eau. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à faire des bâtiments à énergie positive, non plus basse consommation, mais énergie positive comme on fait en Allemagne de plus en plus, en mettant des panneaux solaires par exemple pour capter la chaleur? Ce serait peut-être une idée à reprendre. Si effectivement ça chauffe beaucoup, il y aura besoin d'eau, il y a peut-être un moyen de récupérer cette chaleur-là, de l'utiliser au niveau du numérique. Et puis des composteurs aussi pour améliorer le sol et la qualité du sol. Je trouve qu'il manque de composteurs sur Mulhouse en général un peu partout, notamment, tout à l'heure je voulais le dire aussi au niveau des terrasses, mais en fait il faudrait qu'il y ait des composteurs partout pour améliorer le sol. Alors, les composteurs, je ne sais pas pour Mulhouse, mais je sais que le programme est en cours sur l'agglomération des composteurs. Moi je sais que dans ma commune ça vient d'être installé, on en a installé 55. Je sais qu'il y a le Haut-Poirier qui est équipé de composteurs. Oui, ça doit être incessamment sous peu, oui. Donc ça va être fait. Oui, tous les bâtiments, tous les aménagements sont prévus, je laisserai Valérie compléter sur les informations qu'elle peut donner, sont prévus avec des choses spécifiques qui permettent de tenir compte de la construction durable d'aujourd'hui. Sauf qu'il faut juste se dire que, attention, ce sont des grands bâtiments, ce sont des grandes surfaces. D'ailleurs, il y a un décret qui impose aux collectivités, qu'on appelle le décret tertiaire, qui impose aux collectivités de réhabiliter
leur bâtiment de plus de 1000 m², et qui ne dit pas qu'il faut que les bâtiments soient BBC, soient énergie positive, etc. Il dit simplement que d'ici 2040, je crois, on doit diminuer de 60% les consommations. Donc on doit trouver moyen de diminuer les consommations, parce qu'il y a des bâtiments, on n'arrivera jamais, ou alors ça demanderait des sommes énormes, et surtout, par exemple, le bâtiment 47 ou d'autres, ça demanderait des moyens énormes pour pouvoir les rendre positifs. Mais on essaye, en effet, dans toutes les constructions, surtout sur des bâtiments ex-industriels, on essaye de trouver aujourd'hui des solutions pour les rendre plus vertueux que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Enfin, je ne sais pas si vous voulez... Non. Peut-être dire qu'effectivement, c'est plus facile, forcément, sur les constructions neuves, et que le bâtiment, le parking en ouvrage qui va être réalisé aura des panneaux solaires, bien sûr, pour venir alimenter les bornes de recharge électrique qui seront prévues dans la construction. Maintenant, à aller mettre des charges supplémentaires sur des bâtiments, des anciens bâtiments d'activité, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors je crois qu'il y en aura sur le bâtiment 47 quand même. Sur le bâtiment, alors le futur Technichtube, je crois qu'il n'y en a pas. Voilà, mais c'est aussi économiquement, on a des coûts qui deviennent beaucoup plus importants à partir du moment où on est obligé de retravailler les structures, etc. Déjà qu'on est obligé de retravailler les dalles des bâtiments, donc s'il faut retravailler les charpentes, ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est là l'équilibre qui est à trouver entre réhabiliter le patrimoine industriel sans tout casser, préserver les bâtiments existants et puis voilà, et introduire certains process qui ne sont pas forcément faciles à intégrer dans ce type de bâtiment. Et après, il faut juste se dire qu'aujourd'hui, on a des aménageurs qui s'intéressent aux friches. Il y a 10 ans, pour en trouver, ce n'était pas forcément évident. Et quand on en trouvait, ce qu'on pouvait nous proposer, ça coûtait un bras, quoi. Aujourd'hui, on a maintenant des programmes qui sont plus adaptés, qui répondent mieux aux enjeux de durabilité sur des bâtiments anciens, sur des friches, etc. Parce que les aménageurs ont compris que c'est le marché de demain. Donc, ils ne sont pas philanthropes non plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des solutions qu'on n'avait peut-être pas forcément il y a 10 ans. Aujourd'hui, on arrive à le faire. Mais dans les limites, comme le disait Valérie, et que je vous redis, dans les limites de ce que sont des bâtiments de ce type-là, parce qu'il faut préserver le patrimoine, parce que ce sont des grands volumes. Voilà, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément faire comme chez vous, dans votre maison, où on pourrait faire un habitat. Et surtout si, en plus de ça, ce n'est pas de la construction neuve. Donc oui, bien sûr, c'est intégré avec moins de facilité qu'on le ferait sur l'habitat traditionnel ou sur l'habitat neuf. Sur la question de l'eau. Alors la question de l'eau, c'est encore en cours d'étude. On va récupérer effectivement les eaux de toiture pour les amener vers la partie canal usinier. Mais ça demande encore, ça c'est un travail qui est en cours de réalisation dans le cadre des études d'aménagement des espaces publics. Mais le travail est fait soit pour ramener l'eau vers le canal usinier ou de l'infiltration directe sur le site à la parcelle. Non. On n'aura pas de récupérateur. C'est pas forcément simple non plus à mettre en place sur un site où on a quand même quelques poches de pollution aussi à traiter. Donc voilà. Bon, on aura des nous. Par contre, il y a un travail sur les espaces publics. On a un travail avec des nous. On va s'arrêter là, pardon. Je vois qu'il est effectivement, on a un petit peu débordé sur le mot de conclusion. Merci beaucoup encore à vous quatre. Et on va terminer la journée.